Bonjour à tous, Tania Lafort. Je suis la responsable de Réaformation Réactive, partenaire de l'AFNH, l'Association française de la nouvelle hypnose. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir et surtout d'accueillir Olivier qui va nous parler de l'hypnose et confiance en soi. Avant de commencer, on attend à peu près 200 personnes ce soir. Après, il y a peut-être des gens qui reverront en replay. Mais pour que ça se passe bien, je vais vous donner quelques consignes. Comme vous avez vu avant, je vous propose de couper vos micros. Alors, j'ai coupé le micro à peu près à tout le monde à distance, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, coupez vos micros de façon à ce qu'il n'y ait pas de bruit de fond involontaire. Pour poser vos questions, vous pourrez poser vos questions dans le chat et je vous propose de commencer par écrire questions en gros, parce que parfois vous tchatchez entre vous et du coup j'ai du mal à savoir à qui s'adresse, si les questions s'adressent à Olivier ou ça discute entre vous. Donc voilà ce que je vous propose. Avant de commencer, il y a certaines personnes qui connaissent bien la FNH et d'autres qui découvrent la FNH. Donc, je vous propose simplement de quelques mots sur la FNH et je laisserai Olivier se présenter lui-même. Donc, en général, on commence par un question-réponse entre Olivier et moi. Et puis, par la suite, je regarde toutes vos questions et je poserai vos questions que vous aurez mises sur le chat à Olivier. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je vais juste repartager mon écran. Voilà. Pour vous en dire un peu plus sur l'AFNH. Donc, Olivier Perrault, qui est directeur, président d'ailleurs de l'AFNH, Association française de la nouvelle hypnose, depuis plus de 25 ans, mais il vous en parlera lui-même. L'AFNH a été mise en place par Jean Gaudin, il y a à peu près, alors il y a combien d'années d'ailleurs, tu nous diras Olivier. Et puis, l'activité est consacrée à des formations en hypnose sur toute la France. Vous voyez ici sur cette carte, Paris, Rennes, Toulouse, Marseille. Moi, personnellement, je m'occupe d'Annecy aussi et on a aussi Bruxelles. Voilà. La FNH, c'est plutôt réservé aux professionnels de santé et Olivier vous en dira plus lui-même. Donc voilà simplement pour une brève présentation. Je reviens et je vais donc proposer à Olivier, si tu veux, de te présenter directement. Ce sera encore plus efficace. Ok, donc là ça va, on m'entend? Moi je t'entends en tout cas. On m'entend, on peut supposer que tout le monde m'entend. Ok, si vous avez des soucis, mettez dans le chat quelque chose, comme ça on pourra savoir. Voilà, bonjour à tous. A priori, tout va bien. Ok, j'en profite pour saluer tout le monde. Là, je vois que plusieurs m'ont adressé un bonjour plus personnalisé, donc bonjour à tous en direct. Alors, me présenter, je crois que la plupart de ceux qui vont être là me connaissent déjà, donc je leur dis simplement deux mots rapides. Donc, à la base, je suis psychologue clinicien. Vous êtes là d'ailleurs dans mon cabinet avec les photos d'Erickson au-dessus. Et j'ai eu la chance pendant mes études de psycho d'entendre parler d'hypnose ericksonienne. À la base, c'était pour faire un exposé. Et donc, c'est dans le cadre de cet exposé que j'ai pris contact avec Jean Gaudin, qui dirigeait à l'époque l'Institut Milton Erickson de Paris. Et c'était en 1992, cette rencontre. Et donc, 92, c'est aussi l'année de naissance de la FNH, parce que Jean Gaudin, en 92, a créé l'Association française de nouvelle hypnose. J'ai eu la chance qu'on s'entende bien pour cet exposé, et donc j'ai déjà raconté l'histoire plusieurs fois, toujours est-il qu'on a travaillé ensemble pendant 10 ans, et qu'au décès de Jean Gaudin, qui remonte à 2002, j'ai hérité de l'école qu'il avait créée, à savoir donc cette fameuse AFNH, qui à l'époque était présente seulement à Paris. Puis après, on a ouvert petit à petit des antennes. Donc en 2004, ça a été Toulouse. Toulouse, c'est la plus ancienne après Paris. Et puis au fur et à mesure, se sont ajoutés Bruxelles, Annecy bien sûr avec toi, Marseille avec Philippe Miras, la Belgique c'est avec Evelyne Joss. Et nous avons fait des incursions sur Rennes aussi également, oui tout à fait. Okay. J'ai envoyé d'ailleurs aujourd'hui une newsletter que vous avez tous dû recevoir, vérifier qu'elle ne soit pas partie dans les spams, où je redonne les dates de formation pour les débutants sur chacune de ces villes. Voilà.
Super. Donc, je pense qu'il y a des élèves de la FNH, beaucoup. Il y a aussi des personnes qui ne nous connaissent pas, donc c'est intéressant effectivement que tu resitues tout ça. Et donc aujourd'hui, donc on a fait plusieurs visioconférences que vous retrouverez sur nos sites et qu'on vous envoie en replay régulièrement. Aujourd'hui, le thème, c'est un thème enfin en tout cas, moi j'ai beaucoup de consultations où on parle de confiance en soi. Et l'idée, c'est de savoir un petit peu comment toi, tu abordes la confiance en soi avec l'hypnose. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces patients? Déjà, quels sont les types de patients qui arrivent pour problème de confiance en soi, d'après toi? Quand tu les vois arriver en cabinet, parce que moi, voilà, j'ai une idée aussi là-dessus, et tu me diras ce que tu en penses. Alors, je pense que d'abord, avant de parler d'hypnose et de confiance en soi, je prends un petit moment pour définir finalement qu'est-ce que c'est que la confiance en soi. Après, je pense que c'est effectivement une des demandes les plus importantes qui soit. La dernière conférence me concernant, c'était sur la phobie. Et ce que je disais, c'est que si on est champion du monde de la confiance en soi, a priori, on n'est pas phobique. Parce que la confiance en soi, ça parle aussi faire confiance, c'est se sentir en sécurité. Si je te fais confiance pour qu'on travaille ensemble, c'est que je me sens en sécurité avec toi. J'ai le sentiment que tu vas pas me trahir, quelqu'un d'efficace ou je ne sais quoi. Donc faire confiance, c'est se sentir en sécurité. Avoir confiance en soi, c'est se croire capable de faire les choses. Et du coup, se croire capable de faire les choses, ça peut intervenir partout. Avoir confiance en soi, ça va aussi parler d'estime de soi. Et je pense que dans l'anorexie ou dans la boulimie, on parle aussi de cette confiance en soi et de cette estime de soi. Parce que dans mes comportements alimentaires, j'interroge le rapport à mon corps. Dans le rapport à mon corps, j'interroge mon image. Et si je suis confiant dans qui je suis, j'ai pas besoin d'être le plus beau du monde. Si je suis confiant dans qui je suis, je vais pouvoir tolérer quelques défauts chez moi. Si je recherche la perfection, c'est justement que j'ai pas le sentiment de l'avoir. Cette perfection, en tout cas, de pas être une assez bonne personne. Donc en fait, je crois que quasiment tous nos patients, ils relèvent de la confiance en soi. Dans la phobie, c'est de la confiance en soi. Dans les troubles du comportement alimentaire, c'est de la confiance en soi, de l'estime de soi. Sans parler de tous nos étudiants ou tous les gens qui vont devoir réaliser une performance, quelle qu'elle soit. Là, c'est ce fameux à trop vouloir, finalement, on perd nos capacités. C'est le sportif qui va s'écrouler pour la finale, c'est le musicien qui est tout tremblant pour son premier concert ou parce qu'il doit passer devant un jury pour un auditoire, je ne sais quoi. C'est juste nos gamins à nous qui vont passer, pas cette année d'ailleurs, mais qui vont passer l'oral de bac, l'oral du français, et qui sont tout tremblants et qui perdent complètement leurs moyens. Ok. Et toi, comment tu abordes? Alors moi, effectivement, je trouve qu'on a beaucoup de problèmes de confiance en soi. J'ai pas mal de personnes qui arrivent en me disant j'ai pas confiance en moi. Parfois, quand je creuse, j'ai pas mal de personnes qui ont carrément des phobies sociales. Donc effectivement, du coup, ça change un petit peu la prise en charge. Toi, comment tu définis la confiance en soi, justement? Quels sont les ingrédients, quelque part, qui permettent à la personne de sentir qu'elle a confiance en elle? D'une manière générale, je pense qu'avec Erickson, on est un petit peu dans l'idée que c'est pas nous qui faisons le boulot, mais que c'est le patient qui fait le boulot. Et donc, si c'est le patient qui fait le boulot, je pense que c'est important qu'il ait les clés. Et du coup, régulièrement, j'explique aux patients ce que je vais partager avec vous maintenant. J'ai déjà un petit peu partagé la conférence précédente, mais là, je vais le reprendre un petit peu plus en détail. Ce qu'on appelle confiance en soi, finalement, c'est composé de différents ingrédients. Et alors, ces ingrédients, vous vous en rappelez si vous avez vu la conférence précédente, mais bien sûr, je les redonne maintenant. Dans la confiance en soi, il y a déjà une notion de capacité. La notion de capacité, c'est la plus facile à travailler. Je vais peut-être donner les 4 notions, et puis après, je reviendrai sur chacune en détail. Donc, les 4 ingrédients de la confiance en soi, globalement, c'est la question de croire en ses capacités, c'est la question d'avoir de l'estime pour soi-même, c'est la question d'avoir de l'amour pour soi-même, et c'est la question d'avoir de la persévérance. Persévérance, je le rattache aussi au fait de accepter de se planter, accepter de se tromper et recommencer quand même. Au passage, d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer qu'on pourrait considérer que tous les enfants ont confiance en eux. Parce qu'un gamin, on a tous commencé notre vie par apprendre à marcher. Et on a tous commencé notre vie par se casser la gueule plus d'une fois. Eh ben, tous les gamins se sont relevés. Et tous les gamins ont réessayé. Puis ils sont retombés, puis ils sont relevés, puis ils sont retombés, puis ils sont relevés. Mais finalement, on a tous appris à marcher. Et si je me relève,
c'est parce que je crois que je vais finir par y arriver. Enfant, bébé, a priori, on a confiance en nous. Et puis, comme beaucoup de choses, on perd ça en grandissant, avec l'éducation, avec les doutes qui vont s'immiscer petit à petit. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Si je reprends les 4 ingrédients dans l'ordre, alors la question des capacités, c'est la plus facile à progresser parce que ça, ce n'est qu'une question de travail et d'entraînement. Si je dois vous donner des cours de tango ou des cours d'anglais, je ne vais pas avoir beaucoup confiance en moi parce que je suis nul au tango, parce que j'en ai jamais fait, ou à peine une fois ou deux, parce que je suis nul en anglais, parce que je ne me suis pas suffisamment intéressé. Mais si je devais décider de gagner ma vie en donnant des cours de tango ou d'anglais, il suffirait que moi-même je prenne des cours. Et quand j'aurais fait 1000 heures de tango ou 1000 heures d'anglais, alors je me sentirais beaucoup plus confiant en moi pour vous faire progresser dans ces domaines-là. J'ai de la chance, j'ai fait des dizaines de milliers d'heures d'hypnose. J'ai hypnotisé, je pense, maintenant des dizaines de milliers de patients et des milliers de stagiaires et autres. Et donc, parce que je l'ai fait des milliers de fois, je suis vraiment à l'aise pour le faire. Premier pilier de la confiance en soi, c'est le travail, c'est la répétition, c'est l'entraînement, c'est les capacités. Et c'est finalement le plus facile à travailler. Deuxième pilier, ça va être la question de l'estime de soi. Le troisième, c'est l'amour de soi. J'aime bien expliquer les deux en les mettant en relief l'un avec l'autre. C'est quoi la différence entre l'estime et l'amour? C'est pas pareil, parce que je peux avoir de l'estime pour mon ennemi. Mais si c'est mon ennemi, a priori, je l'aime pas. Je peux avoir de l'estime pour quelqu'un que j'aime pas. Ça veut dire quelque part que j'ai de l'admiration par rapport à lui. Et c'est ça qui va nous donner la différence entre estime de soi et amour de soi. C'est que l'estime est quelque chose qui est conditionné. Là où le véritable amour est censé être inconditionnel. J'aime mon amoureuse. Si mon amoureuse a un cancer du sein, qu'on lui enlève la poitrine et qu'elle prend 50 kilos à cause des traitements ou je ne sais quoi, et puis que parce qu'elle a une poitrine en moins et 50 kilos en plus, je la quitte, alors ce n'était pas du véritable amour. C'est de l'amour qui dépendait uniquement de son aspect physique. Et peut-être même parce que cet aspect physique me mettait moi en valeur, justement parce que je manque de confiance en moi et que j'ai besoin d'avoir la plus belle voiture et la plus belle femme pour pouvoir me valoriser aux yeux des autres. Ce qui est un indice de manque de confiance en soi. L'estime est conditionnée, le véritable amour est inconditionnel. L'estime, elle est conditionnée par quoi? Elle est conditionnée par les valeurs. Ça veut dire que pour avoir de l'estime pour soi, il faut que nos qualités, nos points forts correspondent à nos valeurs. Je prends souvent l'exemple d'une patiente, d'une amie, qui était une très jolie fille et qui manquait de confiance en elle. Et lorsque je l'interrogeais pour lui demander si sa beauté lui permettait pas d'avoir plus confiance en elle, de se sentir plus sûre d'elle, elle me dit qu'en fait, elle n'a aucun mérite à être belle, parce que c'est la nature qui lui a donné sa beauté, elle est née comme ça, et puis elle a la chance de bouffer tout ce qu'elle veut, elle prend pas un gramme, elle prend pas un kilo, rien du tout, etc. Et donc, comme elle estime qu'elle a aucun mérite à avoir de la beauté, du coup, c'est pas quelque chose qui la valorise. Et puis, cette même amie, elle n'a pas le bac, et donc elle a des complexes parce qu'elle n'a pas le bac, parce qu'elle pense qu'elle n'est pas intelligente, parce qu'elle n'a pas pu faire d'études. Et ça, par contre, l'intelligence, c'est quelque chose qu'elle valorise, ça fait partie de ses valeurs, elle admire les gens intelligents, et donc elle pense que si elle avait le bac ou un BTS ou je ne sais quoi, alors elle pourrait avoir plus d'estime pour elle-même. Pour qu'on ait de l'estime pour nous, il faut qu'on corresponde à nos valeurs. Et ça, c'est un axe de travail important, sur lequel d'ailleurs la PNL doit aussi avoir des choses à nous apporter, parce que la plupart des gens ne connaissent pas leurs valeurs. Si je demande aux participants ici présents, tiens, prenez un papier, puis faites tout de suite sur ce papier la liste de vos 10 valeurs les plus importantes, les plus fondamentales, je crois que quelques-uns vont se gratter la tête et avoir du mal à arriver à 10 valeurs. Et pourtant, ces valeurs, c'est important parce que c'est comme une boussole, c'est ce qui va nous indiquer nos priorités, c'est ce qui va nous guider dans la vie, c'est ce qui va aussi faire notre intégrité, faire qu'on puisse être fidèle à soi-même, en accord par rapport à soi-même. Il y a vraiment un gros travail à faire sur ces valeurs. C'est peut-être pas vraiment d'hypnose, ça c'est plus de la réflexion, c'est plus un certain nombre d'exercices qui permettent de repérer chacun pour soi nos valeurs. Maintenant, donc, cette question de l'estime de soi, c'est un point qu'on peut faire progresser encore parce que je vais pouvoir faire un travail dessus justement, un petit peu comme le point précédent des capacités. Donc ça, ces deux-là, les patients vont pouvoir assez facilement réussir à les faire progresser tout seuls. Encore une fois, c'est qu'une question de travail.
Le troisième pilier, on reviendra après s'il y a des questions sur ces différents piliers. Le troisième pilier, donc, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça, c'est déjà plus difficile à travailler. Parce que si on dit tomber amoureux, c'est parce que l'amour nous tombe un peu dessus. On ne choisit pas qui on va aimer, on choisit encore moins de qui on va être aimé. Puis quand ça correspond, c'est vraiment chouette. Mais souvent, d'ailleurs, dans la vie, ça ne correspond pas. T'aimes quelqu'un qui ne t'aime pas en retour parce que c'est toutes les séries qu'il y a sur les chaînes de télé à longueur de temps. On ne choisit pas qui on aime, on ne choisit pas de qui on va être aimé parce que l'amour a ses raisons que la raison ignore. L'amour, c'est quelque chose qui nous échappe, ce qui fait que c'est difficile à travailler. Il n'a pas de conditions. Et simplement une piste pour apprendre à s'aimer soi-même, ça va certainement d'appliquer par rapport à soi ce qu'on applique par rapport aux autres. J'aime quelqu'un, je l'aime pour ses qualités. Et du coup, je tolère ses défauts. Je ne vois pas même. Et puis même si je suis vraiment amoureux, un de mes amis disait il n'y a pas longtemps qu'il était attendri par les défauts de sa femme. Quand tu es attendri par les défauts de ton partenaire, tu es vraiment encore amoureux. Parce que quand il est divorce moins le quart, eh ben, même les bruits de mastication, on les supporte plus. Et les ronflements qu'on supporte avant, je ne sais quoi, tout devient absolument intolérable et on ne voit plus que tous les petits défauts. Quand j'aime, je vois toujours le verre à moitié plein. Quand j'aime, je vois toujours le positif et je passe sur le négatif. C'est ce qu'on fait pour la personne qu'on aime et on a un mal fou à faire ça pour nous. On a mal fou à faire ça pour nous-mêmes. Et au contraire, j'ai un bouton sur la tronche pendant toute la journée. Je vais penser que à mon bouton, c'est-à-dire au petit truc négatif. Alors que je devrais me concentrer sur le fait que je sois bronzé, que j'ai de beaux yeux, que je sois intelligent, que je ne sais quoi. Je devrais me concentrer sur tout le positif. Au lieu de ça, je vais passer la journée à être hypnotisé en quelque sorte par mon petit défaut, par mon négatif. Si je m'aimais, un petit peu comme avec nos enfants, on veut les mettre en valeur, on veut les pousser vers le haut, et donc on est censé souligner ce qu'ils font de bien. On est censé les aider à être fiers d'eux, les aider à avoir confiance en eux, justement. Et pour les aider à avoir confiance en eux, on valorise tout ce qu'ils font positif, parce qu'on les aime, nos enfants. C'est ce qu'on devrait faire par rapport à nous-mêmes, et la plupart des gens, par éducation, vont avoir peur d'être prétentieux ou je ne sais quoi, et du coup, ils vont faire l'inverse. La preuve, c'est que aujourd'hui, ou tiens là, pendant ma conférence, je vais dire, allez, admettons 10 choses intelligentes. Et puis je vais dire une connerie. C'est sûr, je vais en dire une, parce que j'en dis toujours une. Si je manque de confiance en moi, ce soir en m'endormant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me dire, mais comment j'ai été assez con pour dire ça? Mais pourquoi j'ai dit ça? Et en plus, ils sont censés être 200, il y a 200 personnes qui m'ont entendu dire cette connerie. Oh là 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 là, la honte. Alors que si vraiment je veux apprendre à m'aimer, chaque soir, je dois faire l'inverse. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? De quoi je peux être fier aujourd'hui? Quel a été mon meilleur moment aujourd'hui? Et comment je peux faire encore mieux demain? Parce que le positif attire le positif. Pour apprendre à s'aimer, il ne faut pas avoir peur d'être prétentieux. Et je pense que de toute manière, quand on manque de confiance en soi, on a vraiment beaucoup de marge avant de risquer de devenir prétentieux. Maintenant, c'est le réflexe du timide, par exemple. Le timide manque aussi de confiance en lui. Et chaque fois qu'on dit un timide, il va falloir vous valoriser. C'est sa première réponse. J'ai pas envie de devenir prétentieux. Mais il y a vraiment de la marge. Apprendre à s'aimer, c'est regarder ce qu'il y a de plus aimable en nous. La plupart de ceux qui s'aiment pas font l'inverse. Un des grands challenges, encore pour moi au bout de presque 30 ans de pratique, c'est, alors il n'y a pas que la beauté dans la vie, mais les jolies filles qui ont un complexe. Tu as des filles que, voilà, unanimement, tout le monde va dire, oh là, c'est un vrai mannequin, elle est magnifique, etc. Et cette même fille, tu apprends, parce qu'elle dit presque tout à son psy, tu apprends qu'elle ne va pas à la piscine. Elle ne va pas à la piscine parce qu'elle a une vergeture sur la cuisse gauche. Ou alors qu'elle ne va pas à la piscine parce que, pour elle, dans son regard à elle, elle a 1 kilo de trop et qu'elle se trouve immonde en maillot de bain ou je ne sais quoi. Et ces filles-là, on pourrait être 5000 à leur dire « mais t'es la plus belle femme du monde », que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, ça imprime pas. Exactement comme l'anorexique en quelque sorte, qui est persuadée d'être encore trop grosse, et à 40 kilos, elle se trouve toujours trop grosse. On peut être 5000 à lui dire « mais non, t'es pas trop grosse, au contraire, t'es trop maigre », elle va pas nous entendre. Et là, c'est vraiment un vrai challenge de réussir à changer la paire de lunettes de ces gens-là. C'est presque une forme de dysmorphophobie.
Je me rappelle un patient qui s'était fait opérer 7 fois du nez. La 8e fois, enfin, il se préparait pour la 8e opération. Et je pense qu'il aurait pu se faire opérer 20 fois, qu'il n'aurait toujours pas été en amour avec son nez, donc globalement avec lui-même. L'amour de soi, c'est un vrai et vaste sujet. Je reviens sur mon 4e pilier, puisque le 4e pilier, ça va être la question de la persévérance. Là, l'idée, c'est quoi? C'est la métaphore que tu as déjà entendue, que plusieurs ont déjà entendue. Ici, vous êtes dans mon cabinet, on est en plein centre de Fontainebleau. Et Fontainebleau est une ville très agréable que je vous encourage à visiter avec son château et sa forêt. Et en forêt, il y a un parcours des arbres remarquables à faire. Vous allez à l'office du tourisme et vous demandez le parcours des arbres remarquables et vous verrez tous les plus beaux, les plus majestueux arbres de la forêt de Fontainebleau. Il y avait un chêne qui s'appelait le chêne Jupiter qui avait plus de 600 ans. Il a fini par mourir, même les vieux chênes finissent par mourir. Le chêne Jupiter, toutes les écoles primaires allaient le visiter et j'ai fait ça quand j'étais gamin. Il fallait se mettre à 13, il y avait 13 enfants qui se donnaient la main comme ça pour faire le tour du tronc du chêne Jupiter. Imaginez à quel point ce chêne était majestueux, impressionnant. Et c'est vrai qu'en dessous de ce chêne-là, c'est une vraie clairière. Quand on dit que rien ne pousse à l'ombre du chêne, là c'était le cas, il cachait la lumière. Eh bien, les émotions qu'on peut ressentir face à un arbre comme celui-ci. Eh bien, même un arbre comme celui-ci, même le chêne Jupiter, il a commencé sa vie en étant un petit gland. Et ça, il faut s'en rappeler. On commence tous par être un petit gland. Moi, je pense que j'ai confiance en moi, j'ai de l'estime pour moi. Et donc, je pense avoir réussi ma vie à différents plans. Mais si aujourd'hui je peux dire je pense avoir réussi, je pense que c'est en grande partie parce que j'ai vraiment été un très 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 gros petit gland et que j'ai été aussi champion du monde du petit gland et du glandage. Alors voilà, ça veut dire que je suis passé par plein d'échecs, je suis passé par plein de moments de solitude, par plein de découragement, sauf que chaque fois, remettez l'ouvrage sur le métier ou le métier sur l'ouvrage, je sais jamais dans quel sens ça marche, dicton-là, mais en tout cas à chaque fois j'ai recommencé. Et puis, à force de recommencer, c'est comme l'histoire du début, là, pour les cours d'anglais, les cours de tango, à force de recommencer, ça finit par marcher en général. Mais ça suppose de supporter le ridicule. Parce que quand on se plante, on se sent ridicule. C'est là que, du coup, si j'ai un noyau de confiance en moi suffisant, comme le bébé qui tombe et qui se relève quand même, je vais me relever, puis je vais réessayer jusqu'à ce que ça marche. Ou jusqu'à ce que je décide que voilà, il vaut mieux que je mette mon énergie ailleurs. Mais j'accepte de me planter. Et je ne veux pas partir au tennis, mais tes enfants, enfin ta fille au moins qui s'intéresse au tennis et autres, quand on songe à... il y a des gens, le tennis, ça les fait tomber, dis encore, entendez brouiller. Et quand on songe à un truc comme Federer qui continue effectivement à être tout en haut des tableaux, régulièrement, il perd. Et puis, il persiste et il insiste. Et je pense qu'il fait l'admiration de tout le monde et qu'il a eu une carrière exemplaire. Il accepte de perdre et puis de continuer, de persévérer. Et c'est ça qui, en tout cas, moi, me fait l'admiration que je peux avoir pour lui. Mais aucun sportif n'arrive à être champion du monde sans s'être planté un nombre de fois incalculable. Et ça, c'est certainement aussi quelque chose qui a à travailler, comment rapatrier son droit à l'erreur, comment rapatrier son droit à l'échec, et puis continuer à avancer quand même. 4 piliers, les capacités, l'estime de soi, l'amour de soi, et puis tolérer l'erreur, et du coup avoir de la résilience pour persévérer, persévérer, persévérer. Ok. Alors, effectivement, moi, je me souviens quand ma fille a commencé au tennis, elle perdait et le coach me disait c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse se faire d'apprendre à perdre. Bon, maintenant, elle a bien appris à perdre, d'apprendre à gagner aussi. Mais effectivement, c'est vraiment important. Avez-vous des questions? Donc moi, par exemple, je sais que sur les valeurs, je fais beaucoup travailler mes clients sur les valeurs parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi enseignante en PNL. Effectivement, en PNL, on fait du coaching et on fait aussi du développement personnel et on travaille beaucoup sur les valeurs et comme il y a plusieurs façons d'extraire les valeurs, hein, et puis sur qu'est-ce que je mets en place en action pour satisfaire mes valeurs.
pour que les personnes soient complètement acteurs finalement de leur vie et qu'elles sachent de quoi elles ont besoin, mais surtout qu'elles aient des comportements en adéquation avec les valeurs. Maintenant, toi, comment toi tu t'y prends éventuellement? Est-ce que tu as des façons de faire? Notamment, effectivement, je trouve que le plus important, le plus difficile, j'ai l'impression que c'est l'amour de soi, voire la persévérance. Parce que quand je regarde autour de moi le nombre de personnes qui se donnent pas le droit à l'erreur, les perfectionnistes, etc. Comment tu t'y prends, toi, avec l'hypnose? Est-ce que tu as des choses particulières? Quelle est ta façon d'aborder? Alors peut-être, encore une fois, avant d'en venir à l'hypnose, je voudrais redonner un autre point de repère qui me semble important, bien sûr, sinon j'en parlerai pas. Bouquin que j'ai déjà cité pour tous ceux qui me connaissent, mais je vais le reciter encore une fois, il me semble fondamental. C'est le livre simplement des 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Et pourquoi ce livre me semble important ici? Parce que, à mon sens, c'est lui qui explique pourquoi on manque de confiance en soi. Et Miguel Ruiz nous explique dans ces 4 accords Toltec, dans toute la première partie du bouquin, il dit qu'en fait, dès notre venue au monde, on est pris dans des faisceaux de rêves. C'est-à-dire que nos parents ont des rêves pour nous. Peut-être ils vont rêver qu'on devienne champion de tennis à leur place parce qu'eux, ils ont été frustrés dans cette demande-là. Ou peut-être ils vont rêver qu'on devienne médecin, architecte, ingénieur ou je ne sais quoi. Peut-être qu'ils vont rêver qu'on défile sur les podiums. En tout cas, dès la naissance, on a des rêves, des ambitions pour nos enfants. Et puis, la société dans laquelle on s'inscrit va aussi avoir des rêves et justement, elle aussi nous proposer un certain nombre de valeurs. Il y a des modes de pensée qui vont évoluer avec les années. Et puis, alors Miguel Ruiz explique qu'en fait, on éduque les enfants. Forcément, ce ne pas, on est là pour éduquer les enfants. Et puis que l'école aussi va nous éduquer. Alors, par exemple, c'est bien de faire des mathématiques parce que les mathématiques, ça nous donne l'esprit critique. Les mathématiques, ça nous apprend à penser. Et aujourd'hui, pour être médecin, il faut être très bon en mathématiques. Et du coup, on peut se retrouver parfois avec des médecins qui sont d'excellents techniciens, mais qui ont perdu le sens de la psychologie et du contact humain, tout simplement. Alors, Miguel explique donc que quand on est gamin, on va nous apprendre finalement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et qu'on va nous donner une image de c'est quoi la bonne personne, c'est quoi être quelqu'un de bien. Et là, je reprends un exemple que j'utilise aussi souvent, qui est celui de ma grand-mère, partie il y a bien des années maintenant. Et je me rappelle d'une discussion quand j'étais gamin où ma grand-mère me dit « Ah là là, mon petit gars, moi je comprends plus rien au monde dans lequel on vit. » Et ce qui la tracassait, c'est qu'aujourd'hui, on paye pour faire des UV, des ultraviolets. Et elle m'explique que de son temps, c'était la honte. Alors que moi, je suis petit et que je suis encore un gland, je dis quoi? C'était la honte de faire des UV? Elle me dit, mais non, mon petit gars, ça n'existait pas les UV quand j'étais petite. Ce qui était la honte de mon temps, c'était d'être bronzé. Et aujourd'hui, les gens, ils payent pour être bronzés. Moi, je comprends plus rien. Alors, elle explique qu'elle a quitté l'école à 11 ans, comme toutes ses copines, et qu'à 11 ans, on quittait l'école pour aller travailler, pour aider papa-maman, et que c'était tous des cultivateurs, et que donc, à 11 ans, tu vas travailler dans les champs. Et que quand tu passes ta vie à travailler dehors, tu as la peau burinée par le soleil. Et donc, effectivement, ma grand-mère, elle était super bronzée tout jour de l'année, hiver comme été. Et alors, quand elle était jeune, justement, les gens bronzés, c'est les gens qui travaillaient dans les champs. Donc, ceux qui n'étaient pas de la haute. Parce que quand tu étais de la haute, société, tu vivais dans les salons. C'était son expression, tu vivais sous les salons. Tu avais par exemple épousé le médecin, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles ne réussissaient pas par elles-mêmes, désolé mesdames. Mais tu avais fait un bon mariage, et parce que tu avais fait un bon mariage, tu n'avais pas besoin de travailler. C'est un petit peu comme la Chine d'aujourd'hui, où quand on va en Chine aujourd'hui, à Shanghai, c'est New York puissance 20 avec des gratte-ciels qui construisent de partout. Et puis, quand on fait 200 km et qu'on va dans la campagne, c'est les rizières, c'est les femmes avec les bébés sur le dos qui sont courbés à même le sol pour cultiver. Et donc, à 200 km de distance, il y a presque le Moyen-Âge, et puis New York ou je ne sais quoi. Et donc, on voit tous les Asiatiques là, qui se baladent avec les ombrelles. C'est pas tellement parce qu'elles ont peur du cancer de la peau, c'est parce que si jamais elles deviennent bronzées, elles vont indiquer qu'elles ne font pas partie de Shanghai et de la haute société qui a réussi. Les codes, donc pour ma grand-mère, être bronzée, c'était la honte.
et les codes, ils vont s'inverser le temps d'une vie humaine. Parce que quand ma grand-mère m'explique ça 50 ans plus tard, je crois, moi, elle avait 20 ans, être bronzé, c'était la honte. À 70 ans, être bronzé, c'est ça qui est valorisé. Les codes vont changer le temps d'une vie humaine. Je parlais des anorexiques tout à l'heure. Aujourd'hui, les mannequins qui défilent sur les podiums, ils sont anorexiques. Il y en a même qui se sont enlevés des côtes pour avoir une taille encore plus fine. À quel point on peut se faire du mal pour correspondre davantage à un critère. Mais donc, effectivement, ces codes, ils vont changer le temps d'une vie humaine parce que, après-guerre, être toute maigre comme une anorexique, c'était pas bien vu. Ça faisait Auschwitz. Et donc, au contraire, mange avant que les autres ne te mangent. On gavait tous nos enfants. On a tous vécu, tu sortiras pas de table tant que tu n'auras pas fini ton assiette. Parce qu'au contraire, après la guerre, il fallait que les enfants ils soient bien en chair. Les codes, ils changent le temps d'une vie. Et les codes, ils changent une société. Ça veut dire qu'un autre axe pour effectivement développer la confiance en soi, c'est vraiment d'apprendre à penser par soi-même. Et les 4 accords que propose Miguel me semblent aussi tout à fait indiqués pour augmenter la confiance en soi, à tel point que le sous-titre du livre, c'est la voie de la liberté personnelle. C'est-à-dire comment effectivement ne plus dépendre du regard des autres. Je rappelle à tous que le premier accord, justement, c'est que votre parole soit impeccable. C'est-à-dire que ce soit une parole positive, une parole qui ne critique pas, une parole qui ne fasse pas le mal. Et combien s'adresse même des autocritiques. Je suis trop vieux, je suis trop chauve, je suis trop moche, je suis trop gros, je n'ai pas réussi ma vie, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez ci ou je ne sais quoi. À chaque fois qu'on s'envoie du poison négatif à soi-même, on n'a pas la parole impeccable. Je pense que le bouquin de Miguel et les 4 accords que je vous laisserai redécouvrir, ils nous aident justement à nous aimer nous-mêmes et qu'ils sont du coup une excellente lecture par rapport à globalement tout ce qui est confiance en soi. On est à peu près à mi-conférence, il y en a plein qui disent comment travailler avec l'hypnose, etc. Il n'y a pas un exercice, bien évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas un protocole. Mon seul protocole, c'est de ne pas avoir de protocole. Il n'y a pas un exercice magique pour la confiance en soi. Après, il y a plusieurs exercices, plusieurs sens desquels on peut s'inspirer. J'ai Erickson derrière mon dos. Et Erickson disait à ses étudiants, je suis tout le temps derrière vous, je suis tout le temps derrière votre épaule, pour aider les étudiants à avoir confiance en eux. Erickson, à ce moment-là, quand il dit je suis derrière vous, je suis derrière votre épaule, il se comporte lui-même comme la plume de l'éléphant Dumbo. Et on va pouvoir trouver différentes façons de faire en s'inspirant de tous ces symboles qui donnent confiance. Les sportifs, par exemple, vont avoir un objet fétiche. J'ai gagné telle compétition avec cet objet-là, donc je le reprends avec moi, ça va me porter chance. Ils se sentent plus confiants. On pourra trouver plein de métaphores qui vont aider à aller dans le sens de la confiance en soi. Donc les métaphores, les histoires, ça va déjà être un premier axe important de ce qu'on va pouvoir faire en hypnose. Vous pouvez même vous servir de toutes les histoires déjà toutes faites, parce qu'à l'évidence, le vilain petit canard, c'est une belle histoire par rapport à la confiance en soi. L'histoire de la chenille qui devient papillon, c'est aussi une très belle histoire par rapport à la confiance en soi. Et donc, on va trouver des dizaines et des dizaines de métaphores. On pourrait écrire un recueil sur le sujet, des dizaines d'histoires qui donnent confiance en soi. Après ça, toujours en pensant à Erickson fait souvent référence aux apprentissages précoces. Je parlais de la marche tout à l'heure. Erickson fait des séances entières où il nous rappelle comment est-ce qu'on a appris à lire, comment est-ce qu'on a appris à écrire, comment est-ce qu'on a appris à faire du vélo. Tout ça, c'est les références aux apprentissages précoces. C'est ce qu'on apprend quand on est en dessous de 7 ans, on va dire, jusqu'à apprendre à nager. Et toutes ces choses-là, tous nous ont semblé extrêmement compliquées. Personne n'a appris à faire du vélo en un jour, personne n'a appris à marcher en un jour, personne n'a appris à lire en un jour. Et même si je reviens au permis de conduire, qui est quelque chose de beaucoup moins précoce, le permis de conduire c'est quand on a 15 ans, 18 ans, et la première heure de conduite, on se dit que ça va vraiment être compliqué cette histoire. Et puis pour tous ces apprentissages, un beau jour, on les fait totalement inconsciemment, de façon totalement automatique. Et qu'est-ce que ça semble facile? Ce qui nous a d'abord désespérés va ensuite nous sembler facile. Même chose pour l'apprentissage de l'hypnose ou de plein d'autres choses. Ce qui vous désespère aujourd'hui va vous sembler un jour facile. Alors ce qui est bien avec l'hypnose, c'est que ça marche dans un sens et que ça marche dans l'autre. Je vais pouvoir faire des régressions en âge pour aller chercher
justement ces apprentissages précoces, et puis vous montrer comment vous les avez dépassés. Je peux aussi faire des progressions en âge. C'est-à-dire que ce qui te semble difficile aujourd'hui en tant que débutant à l'hypnose, quand tu auras 10 ans d'hypnose, 30 ans d'hypnose comme moi, ça va te sembler tellement facile. Et je t'emmène, alors que tu ouvres ton cabinet, je vais t'emmener au jour où tu prends ta retraite, et où tu fais ta retraite et tes 30 ans d'exercice et de pratique derrière toi. Donc, régression en âge, ça va permettre de travailler la confiance. Progression en âge, ça va permettre de travailler la confiance. Vous avez aussi un script qui s'appelle La Maison. Alors là, je vous le laisserai découvrir parce que ce script est assez riche. C'est un bouquin qui vient de sortir, le livre de Barbara Brickman. C'est un petit livre, une cinquantaine de pages peut-être. Barbara Brickman, donc, qui propose un protocole, travaille juste avec ce protocole-là sur la maison. Dans la maison, il faut trouver de l'eau, il y a différentes choses. Je ne vais pas vous raconter tout le bouquin. Mais non, voilà, elle a développé un protocole avec cette histoire de maison. Construis ta maison, construis ta demeure, améliore ta demeure. Et bien évidemment que cette maison, c'est une projection de qui nous sommes nous-mêmes. Donc Barbara Brickman, B-R-I-Q-M-A-N, ou 2 N-E, je ne sais plus très bien. Barbara Brickman, c'est sorti chez Satas. On trouve ça facilement chez notre éditeur belge. Un petit bouquin qui se lit rapidement sur la confiance en soi. Donc on peut s'intéresser aussi à cette façon de faire. Et puis, tout à l'heure, je disais que la confiance en soi, c'était aussi, ça a à voir avec le sentiment de sécurité. Et du coup, je pense que l'hypnose va aussi être très, très indiquée pour travailler ce sentiment de sécurité intérieure. Ce que moi, j'appelle à titre personnel ma force tranquille. Et donc, c'est comme avoir une colonne vertébrale, une épine dorsale, avoir des appuis solides en dedans de soi. On va aussi pouvoir d'ailleurs apprendre à travailler les appuis en hypnose. Les hommes politiques qui prennent la parole en public apprennent à travailler tout ça, leur stature, leur posture, leurs appuis pour se sentir plus solides. Sylviane, là, qui met des références, la maison intérieure, c'est ça, pour Barbara Brickman. Et donc, effectivement, en hypnose, je vais travailler ce sentiment de sécurité intérieure. Parce que ça sera important pour le 4e axe, celui de la persévérance. Il y a des fois où je vais me planter, je vais me sentir tout petit, je vais me sentir pas bien. Allez, sur une respiration, quand j'ai travaillé, quand j'ai fait de l'auto-hypnose, j'apprends à ramener ce sentiment de sécurité intérieure pour pouvoir finalement continuer, recommencer. Alors là, ça peut être le lieu sûr, ça peut être la relaxation, ça peut être la respiration, ça peut être tout un tas de choses qu'on sait très bien faire en hypnose, en sophrologie. Mais en tout cas, voilà, se donner cette base solide. Il y a plein de choses qui sont possibles. Quand vous étiez gamin et que vous aviez un gros chagrin, il y a un endroit où vous alliez planquer votre chagrin. Moi, quand j'étais petit et que j'avais un gros chagrin, j'allais toujours me planquer sous l'escalier. Et d'ailleurs, je racontais que je ne sortirais plus jamais de tout cet escalier, et tant pis pour eux. Mais sous cet escalier, je me reconstruisais. Il y a des gens, c'est dans la fourrure de leur chien, il y en a d'autres, c'est dans la cabane en haut de leur arbre ou je ne sais quoi. Bah, c'est toujours un moment très fort de retrouver ça en hypnose, d'aller rechercher où est-ce que le petit enfant que vous étiez allait se reconstruire dans ces moments de fragilité. D'une manière générale, ça amène aussi tout le travail sur les ancrages. À nouveau, l'ancrage, c'est quelque chose d'important et en PNL et en hypnose. Parce que on va aussi pouvoir, alors je vais un petit peu dans tous les sens avec ces pistes sur ce qu'on peut faire en hypnose, mais si je vais chercher comment je me suis reconstruit dans mon fragilité, enfant ou adulte d'ailleurs, mais enfant, je pense que c'est encore plus de force, j'irai plus dans l'enfance. Si je vais pouvoir travailler sur les moments de fragilité, comment je me suis reconstruit, je vais aussi pouvoir travailler, bien sûr, le positif amène le positif sur tous mes moments de victoire, sur toutes mes médailles précédentes. Alors, aujourd'hui, tu manques de confiance en toi, aujourd'hui, tu es au chômage, aujourd'hui, je sais pas quoi, tu t'es fait plaquer, aujourd'hui, tu as l'impression que c'est la fin du bout du monde, mais ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, si tu t'es fait plaquer, c'est que tu as réussi à la séduire un jour. D'ailleurs, si tu es au chômage, c'est que tu as réussi à être sélectionné pour ce poste un jour. Alors, parle-moi de tes victoires. Et puis peut-être même tu as été champion universitaire de boxe ou de je ne sais quoi, ou un jour tu as gagné le concours de Trifouilly-les-Oies, tu as été Miss Trifouilly-les-Oies, ce qui n'est pas donné à tout le monde quand même. Bon, parle-moi de tes victoires. Et puis, une fois qu'on a repéré un certain nombre de victoires et de fiertés, bien évidemment, à nouveau en régression en âge, je vais te les faire revivre en hypnose. Et qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette victoire? Et puis on va en faire un ancrage, que ce soit un geste, que ce soit une image, une phrase, un mot.
qu'on va pouvoir ensuite se reprojeter à soi-même dans les épreuves à venir. Ça fait déjà pas mal de pistes, hein. Je pense qu'il y aura de quoi occuper un week-end, déjà, avec tout ce que je vous raconte, là, si on devait faire tout ça en exercice et travailler tout ça. Je vois une question, là, comment travailler les valeurs avec l'hypnose? Les valeurs, j'ai plutôt tendance à les travailler en dehors de l'hypnose. Ça, je pense que c'est un travail de réflexion, et donc d'ailleurs que le patient pourra faire en dehors du cabinet, puis me ramener ça la prochaine fois. Il va méditer, réfléchir lui-même sur ses valeurs. Je donne 2-3 pistes rapides, en tout cas sur ce que j'utilise moi pour repérer ces valeurs. Ça va être, par exemple, penser à des gens que vous aimez, des gens que vous admirez. Et puis, faites-en une liste, une dizaine de personnes que vous aimez, que vous admirez. 10, ça sera déjà très bien. Et puis, pour chacun d'entre eux, posez-vous la question. Pourquoi, je sais pas quoi, pourquoi j'admire Napoléon? Et d'ailleurs, il est conseillé, très souvent, vous trouverez l'exercice des 5 pourquoi. C'est-à-dire que je vais devoir me poser la question 5 fois pourquoi. Pourquoi Napoléon? Pourquoi Napoléon? Pourquoi Napoléon? Pourquoi Napoléon? Je vais avoir 5 réponses différentes qui viennent, la dernière étant censée être la plus inconsciente, la plus subtile. Mais en tout cas, voilà, pourquoi mon meilleur ami est mon meilleur ami, pourquoi j'admire Napoléon, pourquoi, etc., etc. Ça va mener à des valeurs. Napoléon, pour son intelligence, pour sa grandeur, bah, je suis moi-même un garçon ambitieux. L'intelligence fait partie de mes valeurs, des choses que j'admire, que je recherche. Je peux aussi d'ailleurs procéder à l'inverse. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Je m'ennuie avec les gens qu'on vient à dire ou je ne sais quoi. Moi, j'adore quand on a l'esprit qui pétille. Et quand l'esprit pétille pas, bah, je m'ennuie. Bon, bah voilà, ça va me donner des pistes sur les valeurs. Les gens que vous aimez, les gens que vous admirez, pourquoi. Un autre exercice qui va nous mettre en piste sur nos valeurs, alors il est peut-être pas très drôle comme ça, mais tout ce qui n'est pas drôle peut devenir très drôle, c'est finalement d'écrire le scénario de votre enterrement. Vous allez écrire votre enterrement, ça c'est pas très drôle, hein. Mais à votre enterrement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Faites le discours que votre femme, votre mari va dire pour vous, sur vous à votre enterrement. Faites le discours que votre meilleur ami va dire pour vous, sur vous à votre enterrement. Faites le discours que vos collègues de travail, votre patron ou je ne sais qui va faire sur vous, pour vous à votre enterrement. Quel discours vous aimeriez entendre par rapport à vous-même? Quelle trace voulez-vous laisser? Bah ça, bien évidemment, ça nous donne aussi tout un tas d'indications sur vos valeurs. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? C'est qu'une valeur a été bafouée, c'est qu'on a écrasé du pied une de vos valeurs. Réfléchissez à vos colères et vous aurez là encore des indices importants sur vos valeurs. Un dernier exercice qu'on peut faire, donc les amis, pourquoi cela? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me met en colère? Et puis l'exercice de l'enterrement. Et un dernier exercice qu'on peut faire, c'est écrire votre mission de vie. Écrivez votre mission de vie, c'est un petit peu comme l'enterrement, mais différent quand même, hein. C'est quoi ma mission de vie? L'enterrement, c'est quand j'ai fini. Ma mission de vie, c'est maintenant, là. Moi, Olivier, j'ai 50 ans à l'heure où je vous parle. Comme je suis un garçon optimiste et que j'ai fait le pari avec moi-même qu'à 100 ans, je ferai de la moto, donc il me reste au minimum 50 ans à vivre. Ok, bah, mis à part faire de la moto le jour de mes 100 ans, ma mission de vie pour les 50 ans qui viennent, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois réussir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Bien évidemment, ça va là encore me donner de nombreux indices sur mes valeurs. Et puis, bah, à nouveau, la PNL, comme tu disais tout à l'heure, doit pouvoir proposer d'autres exercices qui mettent ça en exergue. Les valeurs, je ne travaille pas en hypnose, je le travaille comme ça, dans des discussions. Non, bah, tiens, vous réfléchirez à ça, vous écrirez, vous m'emmènerez ça la prochaine fois, vous l'envoyez par mail, etc., etc. Ok. Dans les exercices qui sont assez faciles, je trouve, à faire en cabinet, ou moi j'utilise pour travailler sur les valeurs, on en a un paquet en PNL, hein, ça c'est sûr. Dans ce qui est assez facile à utiliser et qui peut permettre à la personne de travailler de chez elle, en général, moi je fais, parmi d'autres choses, je fais projeter, je demande à la personne de rêver sa vie à 5 ans, en disant, dans 5 ans, c'est comme si vous aviez une baguette magique, tout est permis. On est dans l'onirique, et donc on va rêver sa vie dans tous les domaines de vie. Mais c'est vraiment, tout est possible. Si mon truc c'est une Ferrari, j'ai une Ferrari dans le garage, combien je gagne et je dépasse toutes mes limites du possible. Et donc les personnes écrivent comme ça, elles doivent écrire pendant une demi-heure leur vie rêvée, où j'habite, où je vis, est-ce que je suis plutôt à la campagne, plutôt en ville, est-ce que je voyage, est-ce que j'ai d'amis, quel type d'amis j'ai, etc., etc. Et en fait, une fois qu'elles ont fait ça, qu'elles ont rêvé leur vie, on va aller extraire les valeurs en position dissociée. C'est-à-dire qu'on va imaginer que c'est pas moi qui ai écrit ça, que j'ai
parfois on prend une image, je suis un ange gardien quelque part et je reçois ça, je reçois ce mail avec quelqu'un qui m'a commandé cette vie-là. Et je me dis, si ce n'était pas moi qui avais écrit ça, bah, qu'est-ce qui est important pour la personne qui a écrit ça là-dedans? Parce que ce qui est important, ça correspond aux valeurs. Et c'est une façon, donc on va regarder ensemble, questionner et pourquoi, effectivement. Et je vais extraire, c'est une façon d'extraire les valeurs qui se fait assez facilement puisque je peux même faire ce travail en prescription de tâches. La personne travaille chez elle et quand elle revient, on peut extraire ensemble les valeurs. Sachant qu'il faut qu'elle soit quand même dans l'envie et la capacité d'oser rêver sa vie. Et pour cet exercice, ça, c'est nécessaire. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire et puis d'autres méthodes, mais celle-ci, je trouve qu'elle est assez intéressante. Je vois Sylvia là, qui pose la question, donc en quoi le fait d'être conscient de mes valeurs, de les connaître, va agir et de quelle manière sur l'estime de soi. Donc je reprends l'exemple qu'on trouve dans le livre de Christophe André et François Lelore, qui est un livre qui fait référence depuis une trentaine d'années. Et donc le titre du livre, c'est tout simplement l'estime de soi. Je l'avais déjà cité, je crois, au moment de la conférence sur les phobies, l'estime de soi, Christophe André et François Lelore. Et ils prennent un exemple qui est très parlant là-dessus. Alors je le répète, pardon de cette répétition, mais ça permet d'y répondre à la question de Sylviane. Ils imaginent deux gamins qui ont exactement le même profil. Les deux gamins sont super doués dans le domaine sportif et ils sont nuls dans les matières scientifiques. Et il se trouve que ces deux gamins qui ont exactement le même profil, bah, il y en a un qui a une super bonne estime de lui, il est fier de qui il est. Et puis, il y a un autre gamin, il est vraiment pas bien dans ses baskets et il a vraiment pas une bonne estime de lui. Alors que pourtant, ils ont les mêmes compétences, super doués au sport, et puis pas bon dans les matières scientifiques. Mais il faut savoir que le premier gamin, il s'appelle Enzo, et puis son papa, il s'appelle Zinedine. Et donc, c'est Zinedine Zidane. Et dans la famille Zinedine Zidane, quand on est super doué au sport, eh ben, on fait la fierté de ses parents et de la famille. D'ailleurs, vous savez certainement que Zinedine Zidane a 3 garçons et que ces 3 garçons sont déjà sélectionnés dans les équipes nationales espagnoles et que donc les 3 garçons de Zinedine ont un profil, quand je disais que les parents ont un rêve pour nous, ont un profil tout tracé et ils sont censés devenir champions de foot eux aussi. Alors, ils ont arrêté l'école à 12 ans, on s'en fout parce que c'est pas par l'école, dans la famille Zinedine Zidane, qu'on réussit sa vie et qu'on est fier de soi. Donc le premier gamin, qui est le fils de Zinedine, il a une super bonne estime de lui, il est fier de qui il est, il a la confiance en lui, tout va bien pour lui. Et le deuxième, il a une estime de lui à l'inverse, et pourtant on peut même imaginer qu'il est peut-être encore plus fort que Enzo Zidane pour taper dans un ballon. Sauf que le deuxième, son papa, il s'appelle pas Zinedine Zidane, son papa, il s'appelle Albert Einstein. Et dans la famille Einstein, quand t'es pas doué pour les sciences, c'est compliqué. Il faut savoir d'ailleurs, parce que j'en parle dans le bouquin que je suis en train d'écrire, que Einstein a eu un garçon qui était schizophrène et qu'il a complètement abandonné ce garçon-là et qu'il a été le voir en tant qu'adulte dans l'hôpital psychiatrique où il était une fois et qu'ensuite le gamin est mort mais sans avoir revu le gamin qui était plus gamin, mais il est mort adulte sans avoir revu son père depuis 15 ans parce que son père a donné aucune nouvelle à Albert Einstein, mec que tout le monde admire, a donné absolument aucune nouvelle à son fils dans les 15 dernières années de sa vie. Vous comprenez que ça ne fait pas partie de mes valeurs et que du coup, lorsque j'apprends ça, Einstein est quelqu'un d'un petit peu moins intéressant pour moi. L'intelligence fait partie de mes valeurs, mais le soutien familial fait aussi partie de mes valeurs. Et qu'il puisse abandonner ainsi son fils en un personnage moins sympathique pour moi. Bon, toujours est-il que cet exemple des deux garçons qui sont doués au sport et nuls en sciences, mais qu'on n'a pas les mêmes attentes par rapport à eux, on n'aura pas du coup fait passer les mêmes valeurs, nous montre comment est-ce que pour avoir estime pour soi, c'est le cas de Enzo Zidane, pour avoir estime de soi, il faut que nos points forts correspondent à nos valeurs. Donc une fois que je connais mes valeurs, ben, je peux vérifier que je suis d'accord avec ces valeurs. J'ai dit que le soutien familial était quelque chose d'important pour moi. Le fait que je travaille beaucoup m'a permis de laisser quelque chose à mes enfants, d'être dans un soutien pour eux, payer les études de mes enfants, je ne sais quoi. Ça me permet d'être en accord avec moi-même et de me regarder dans la glace parce que du coup, je corresponds à mes valeurs. Si j'avais cette valeur de soutien familial et que je laisse mes enfants crever la bouche ouverte, j'aurais pas une bonne estime de moi, je me sentirais pas bien avec qui je suis, je me sentirais pas bien dans mes baskets. Bah, pour pouvoir avoir une bonne estime de soi, ça suppose de d'abord connaître ses valeurs
pour ensuite veiller à être le plus possible dans l'intégrité et correspondre le plus possible à nos valeurs. Ok. Alors effectivement, je crois que quand j'avais fait PNL et niveau logique, j'expliquais aussi le lien entre les comportements, les valeurs. Si ça intéresse certains d'entre vous, allez voir sur le site la conférence sur les niveaux logiques et la PNL. Je ne vais pas refaire tout ça, mais ça explique bien effectivement le lien et l'alignement entre ce qu'on fait et les valeurs. Parce que quand on est complètement décalé, d'ailleurs, vous avez des personnes, par exemple, quelqu'un qui, je donne souvent cet exemple, quelqu'un qui va être dans les ressources humaines. Dans ressources humaines, normalement, il y a humain et ressources. Et puis, vous prenez la personne qui, du jour au lendemain, travaille dans une société et plutôt dans une relation d'aide, pour la partie ressources humaines qui est dans une relation d'aide. Et demain, pas de bol, coronavirus, et on est obligé de licencier 100 personnes. Et là, elle doit se faire les licenciements. Et on se retrouve avec des gens parfois qui sont en burn-out, qui sont plus complètement du tout en adéquation dans leur travail par rapport à leurs valeurs. Et c'est ça, on les retrouve aussi parfois en cabinet, ou des gens qui ont, dans ce cas, quittent l'entreprise aussi. Mais parfois, dès qu'on fait des choses où on n'est plus du tout en coordonné à ces valeurs, ou voire même qu'on vit, comme tu disais Olivier tout à l'heure, ces anti-valeurs, ça c'est effectivement terrible pour l'état émotionnel et pour l'estime de soi, c'est sûr. Alors, j'ai une question là. Face à une personne qui répond toujours « je ne sais pas, je ne me souviens pas », jeune homme de 24 ans, par quel exercice J'ai mis les questions là pour pouvoir les lire aussi. Donc, c'est Florence qui demande, face à une personne qui me répond toujours « je ne sais pas, je ne me souviens pas ». D'abord, dans le « je ne me souviens pas », on sera prudent parce qu'on sait que l'hypnose permet une hypermnésie, c'est-à-dire de retrouver des souvenirs qui étaient oubliés. Sauf que c'est la problématique des faux souvenirs. En hypnose, on va pouvoir faire en sorte que les gens retrouvent des souvenirs, mais on n'a jamais la certitude que ces souvenirs soient vrais. Mais quoi qu'il arrive, on peut toujours utiliser ces souvenirs comme une espèce de métaphore. À titre personnel, je crois pas aux vies antérieures. Il y a des gens qui ont retrouvé des souvenirs de vie antérieure. Donc pour moi qui n'y crois pas, mais alors ça c'est un débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Il y a des gens qui y croient, je les respecte profondément, etc. Mais à partir du moment où je n'y crois pas, un souvenir de vie antérieure, c'est forcément un faux souvenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec, parce que cette histoire de sa vie antérieure vient nous raconter plein de choses. Et lorsqu'ils arrivent à donner du sens à leur vie actuelle avec leur vie antérieure, l'essentiel c'est que ça donne du sens et qu'effectivement ça leur permet d'aller mieux, que ça a été vrai ou pas vrai, que ça existait ou pas existé, finalement on s'en fout. Donc l'hypnose permet de retrouver des souvenirs, comme dans les témoignages en justice qui sont utilisés en Belgique ou dans d'autres pays. Chez nous c'est pas légal. Et puis face à la question je ne sais pas, alors là la réponse qui me vient c'est celle de Jacques Salomé. J'ai eu le bonheur de faire plusieurs stages avec Jacques Salomé. Et Jacques, c'était très simple. Et ça marchait à tous les coups. Alors pour le coup, Jacques, il avait une grande confiance en lui et une présence tout à fait particulière. Et à chaque fois que quelqu'un répondait « je ne sais pas », Jacques, il répondait à ce « je ne sais pas ». Et si tu savais, tu dirais quoi? Et l'autre en face dit « je ne sais pas ». Et Jacques reprend « et si tu savais, tu dirais quoi ?» Je sais pas, je vous dis. Mais si tu savais, tu dirais quoi? Et j'ai jamais vu Jacques lâcher. Et en face, il y a toujours une réponse qui est venue. Ça a pu durer des fois très longtemps, mais il y a toujours une réponse qui est venue. C'est l'hypnose, hein. Mais donc voilà, encore que répéter 50 fois, et si tu savais, tu dirais quoi, ça finit par être hypnotique. Si on ne sait pas, on fait comme si on savait. Imaginez que vous saviez, qu'est-ce que vous diriez? Puisque finalement, c'est pas la réalité qui compte, c'est toute la projection, toute la symbolique qui est derrière. Et puis qu'est-ce qu'on va en faire? La vérité n'existe pas. On a tous une paire de lunettes, des filtres de référence, on projette notre carte du monde. La vérité n'existe pas. De toute manière, on s'en fout de la vérité. La question, si on est fort dans un domaine qui ne correspond pas aux valeurs, comment réconcilier les deux? D'abord, on peut attendre. On peut attendre parce que nos valeurs, elles vont changer. Et j'avais fait un jour un exercice dans une entreprise sur la confiance en soi, et je voulais montrer qu'on ne se jugeait pas comme les autres nous jugeaient, qu'on ne se voyait pas comme les autres nous voyaient. Et donc j'avais demandé, il y avait beaucoup de filles, il y a souvent plein de filles dans ces trucs-là, hein, comme dans les formations, il y a 80% de femmes pour 20% d'hommes. Et donc j'avais demandé justement une question sur le physique. Comment, simplement, c'était tout bête, hein, c'était noter votre physique en termes de beauté.
Est-ce que vous donnez 10 sur 10 à la beauté de votre visage et puis la beauté de votre corps? Et bien évidemment, aucune de ces femmes ne se donnait 10 sur 10 de beauté. Sauf une. Il y en a une dans le groupe qui, considérant la beauté de son visage, s'est notée 10 sur 10. Et considérant la beauté de son corps, c'est noté 10 sur 10. Alors vous allez tous dire qu'elle était vachement prétentieuse, etc. Ben non, le petit secret, c'est que cette dame, elle avait 84 ans. Et qu'à 84 ans, la beauté, c'était vraiment devenu quelque chose de très relatif pour elle. Et donc, sur cette blague, ça veut dire que nos valeurs, elles vont évoluer. Et qu'à l'évidence, à 15 ans, on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes principes qu'à 30 ans, qu'à 45 ans, qu'à 60 ans et qu'à 80 ans. Nos valeurs peuvent évoluer. Si elles peuvent évoluer, ça veut dire que peut-être aussi on va pouvoir interroger nos valeurs, vérifier qu'elles nous correspondent vraiment ou les faire évoluer. Puisqu'elles vont évoluer toutes seules, je peux aussi les faire évoluer. De même que mes points forts, je vais aussi pouvoir les travailler, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, je pense que la meilleure réponse à donner à Aura, c'est perds pas ton temps avec ce qui est difficile à faire. Tu as 10 valeurs, par exemple, il y en a une, ça ne correspond pas. Ok, perds pas ton temps avec ça. Le positif attire le positif. Travaille au contraire encore plus les valeurs auxquelles tu corresponds. Travaille encore plus les 3-4 domaines où tu as des valeurs et des points forts qui correspondent. Pour répondre autrement à Aura, je vais proposer 10 thèmes de formation. Et puis, dans mes 10 thèmes de formation, il y en a un qui va faire un carton. Où vraiment, les gens sont contents, ils en parlent autour d'eux. Du coup, il y a plein de gens qui me demandent dans leur programme ou je ne sais quoi. Et puis, il va y avoir un thème de formation, au contraire, j'arrive pas à le vendre, il y a personne qui vient, et puis je m'entête un peu quand même, et puis il y a toujours personne qui vient, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr travailler le thème de formation qui fait un carton où il y a plein de monde qui vient. Je vais pas m'entêter à essayer de faire un succès de ce que je croyais être une bonne idée, mais que je suis le seul à penser que c'était une bonne idée. Il y a personne qu'on veut, ça plaît pas, et laisse tomber, et puis fais autre chose. Et donc, effectivement, c'est les formations qui fonctionnent, qui vont faire du bouche-à-oreille, qui vont faire que j'aurai encore de plus en plus de stagiaires ou de je ne sais quoi. Donc, perdez pas votre temps avec là où vous n'êtes pas fort. Et au contraire, travaillez là où vous êtes fort pour devenir encore plus fort dans les domaines où vous êtes fort, parce que c'est ça qui va te faire votre valeur ajoutée, votre différence. Et c'est beaucoup plus facile de progresser là où je suis déjà fort, plutôt que de chercher à devenir bon là où je suis mauvais. Le négatif amène le négatif, le positif amène le positif, alors shootez-vous au positif. Vous aurez plus confiance en vous. Alors, une question. Donc, tu viens justement, tu parles de thème de 2 jours et tu viens donc à Annecy, je crois que c'est 21-22 novembre de cette année, pour sur 2 jours, le cycle 2, donc hypnose et confiance en soi. Comment tu envisages la formation globalement? Globalement, comme le déroulement de ce que je viens de vous raconter pendant 1 heure, c'est-à-dire que je raconterai certainement les mêmes choses, parce que je suppose que tout le monde n'aura pas entendu ça. Donc le matin, un petit point théorique sur tout ce que je viens de vous dire là pendant cette conférence. Puis j'ai cité tout un tas d'exercices, et puis d'autres que je n'ai pas pensé à citer tout à l'heure, comme cet exercice que toi tu connais, où je fais marcher les gens debout en hypnose d'un papier à l'autre, etc. Et chaque pas représente une étape dans les étapes de vie qui nous attendent, etc. Donc voilà, comme d'habitude, une première matinée théorique où on pose les bases de c'est quoi la confiance en soi. Et puis ensuite, je parlais de métaphores, de différentes choses à partager, d'exercices à vivre entre vous. C'est important que les stagiaires pratiquent, fassent des exercices les uns les autres. Et puis, on va aussi vérifier que le week-end il soit pertinent, c'est-à-dire qu'on commencera le samedi matin par là, maintenant, à l'instant T, samedi matin, 9h. Si vous deviez vous donner une note de confiance en vous, elle sera à combien? Je confiance en moi à 8 sur 10. Ok, très bien. Ça peut aussi être un travail sur les échelles. Qu'est-ce qui permettrait, je salue Marie-Christine Cavier au passage avec le travail sur les échelles. Qu'est-ce qui permettrait d'avoir plus confiance en toi, etc. Et puis, le but du jeu, c'est dimanche à 17h de dire, et maintenant, ta confiance en toi à combien? Et que chacun des stagiaires ait pu gagner 1 ou 2 points de confiance en lui en 2 jours. C'est déjà bien. Donc voilà, théorie, puis après pratique, exercice, tout ce que j'ai cité un petit peu tout à l'heure, qu'on prendra le temps d'expliquer, de dérouler, de faire. Eh bien, super. Eh bien, si éventuellement il y a une dernière question, sinon je pense que ça fait une petite heure qu'on est ensemble, on va clôturer maintenant. Écoute, comme d'habitude, c'était très intéressant, je le dis et les autres aussi. Donc, merci, parce que ça me permet d'avoir plus confiance en moi. Non, mais je pense que c'est vraiment un sujet, effectivement,
en cabinet, où c'est apporté comme ça ou autrement, mais il y a toujours des liens. Moi, je trouve que le travail sur les valeurs, c'est passionnant. D'ailleurs, je ferai peut-être une petite visio un jour sur plein de techniques pour travailler sur les valeurs. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est toujours utile. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Et puis, on n'a pas de nouvelles visioconférences de programmer, mais on va rapidement en reprogrammer puisqu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Et je trouve que finalement, le confinement, ça nous a permis de mettre ça en place. Donc, c'est parfait. Ouais. Voilà. Un petit mot pour ceux qui sont encore là, juste pour vous dire que ça y est, on reprend les formations. Donc, je suis dans l'avion demain. Ça me manquait de prendre l'avion. Et donc, on démarre à Toulouse. Et puis, il y a les séminaires d'été là qui sont programmés. Il y en a à Annecy, bien sûr. Il y en a à Toulouse, il y en a à Bruxelles. Donc, si vous voulez bosser l'hypnose cet été, c'est maintenant que ça redémarre. Ça me fera plaisir de vous retrouver. Super. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Merci à tous pour votre participation. Et puis, et la newsletter pour nous parler de l'assurance et le reste. Alors là, elle va être envoyée d'ici fin juin, début juillet au plus tard. Tout ce qui est l'histoire du syndicat assurance, etc., ça y est, c'est finalisé. Là, on redémarre les formations et puis après, on va faire la newsletter par rapport à ça. Voilà. Si vous venez sur Annecy, il y a des petits plus parce qu'on fait apéro bateau. N'est-ce pas? Ouais. Allez, merci à tous, merci à toi Olivier, et puis à très bientôt. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.